Voilà, donc on est tous là. Et donc j'ouvre cette table ronde qui est dans la continuité de la journée. Et donc c'est une table ronde qui est centrée sur un regard croisé sous la restructuration du système de soins en pédopsychiatrie. Donc nous avons plusieurs intervenants et donc vous avez tous lu le rapport qui a été produit à l'occasion de cette journée. Et donc je propose qu'on fasse un premier tour de parole. Et je vais passer la parole à chacun de vous avec une première peut-être réaction autour du rapport, de ce que vous avez trouvé, auquel vous adhérez, des choses auxquelles pour lesquelles vous avez des questionnements ou des ajouts éventuels qui n'apparaissaient pas dans le rapport et qui vous ont semblé essentiels à pointer. Et donc, probablement, je vais proposer de commencer par ordre des noms qui sont affichés dans le programme. Et donc, je laisse chacun se présenter, comme ça va être plus simple. Je passe la parole d'emblée à Ludovic Tschickel. Ludovic. Bonjour. Bon, a priori, le micro fonctionne. Donc, Ludovic Tschickel, psychiatre d'enfants et d'adolescents à Poitiers, et donc vice-président du conseil scientifique de la SFPADA, et là, également accompagné de l'ensemble des membres du CNU de pédopsychiatrie qui est en session cette semaine. Et donc après, je réagis. D'accord. Alors, merci beaucoup, effectivement, à Bruno et à la SFPADA pour avoir élaboré ce deuxième rapport, hein, parce qu'encore une fois, on était là l'année dernière pour un premier rapport. Ce qui me semble essentiel, c'est que déjà, la question qui a prévalu ce rapport ait été posée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il est clair que voilà, la question de l'intersecteur est quelque chose qui accompagne notre fonctionnement au quotidien, et je dirais qu'il n'a pas forcément toujours ou pas souvent été interrogé. Et l'idée, c'était aussi de questionner sans forcément remettre en cause, mais en tout cas, voilà, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, entre une idée qui a été élaborée effectivement il y a quelques décennies et ce qu'elle est devenue maintenant par la réalité de terrain et par la mise en place. Et donc ça, on va dire, qui correspond souvent à des perceptions des uns et des autres qui sont sur le terrain et qui ont des intersecteurs en responsabilité, est venu rencontrer donc une étude scientifique qui a pu finalement structurer, mettre des mots, proposer effectivement des alternatives et des pistes. Et en cela, c'est effectivement important. Je trouve que le rapport est en cela suffisamment ouvert et suffisamment varié pour que, je dirais, ça soit une amorce de plein de discussions, plus que véritablement un document prêt à l'emploi qu'il s'agirait de décliner en l'état. Pour l'instant, ton propos, c'est de dire que c'est une ouverture qui questionne un certain nombre de principes de fond, sans remettre en question la base de l'idée du secteur, mais en nécessitant un certain nombre d'aménagements. Le sentiment qu'on entend souvent, c'est que nombre de professionnels sont attachés au secteur et à l'intersecteur, mais en perçoivent aussi évidemment les limites et les difficultés. Et donc c'est sûr que je pense que c'est tout l'enjeu, je dirais, du changement dans la continuité. Et l'autre élément que j'ai retenu du rapport, et auquel pour ma part je souscris tout à fait, c'est peut-être de réfléchir à la possibilité de créer 1, 2, 3, 4 modèles, entre guillemets, qui soient suffisamment intégrés, cohérents, et surtout qui puissent s'appliquer aux réalités de terrain. Parce que la vraie difficulté, effectivement, et c'est souvent ce qu'on constate dans certains endroits, c'est que vous avez des CMP sans médecin, vous avez des hôpitaux de jour, effectivement, sans professionnels, et ainsi de suite. Donc, on va dire, vous avez des dénominations, vous avez des labellisations qui, encore une fois,
ne rencontre pas les professionnels requis pour remplir le cahier des charges. Donc, on va dire, c'est quand même une organisation qui, dans certains endroits, et malheureusement, c'est suffisamment pointé, est souvent démentie par les faits. Donc la question, c'est de se dire, en gros, est-ce que le modèle organisationnel tel qu'il peut évoluer peut être autre chose qu'une version dégradée du modèle actuel? Et je pense que très souvent, c'est ça la vraie problématique qui se pose, c'est que si on prend comme point de référence un modèle unique, alors on va dire toutes ces déclinaisons autres que le fonctionnement optimal est forcément perçu comme une version dégradée. Alors que potentiellement, partir de ce modèle pour élaborer d'autres modèles, parce qu'on ne soigne pas les gens pareils, je dirais, dans des départements à forte densité de population, dans des départements au contraire à faible densité de population, dans des endroits principalement urbains, dans d'autres au contraire plutôt ruraux. Et donc c'est là où je dirais que notre centralisme étatique fait souvent qu'on veut comme ça dupliquer à l'identique des organisations, quelles que soient les réalités de terrain, et au risque finalement que ce ne soit ni cohérent ni organisé. Et donc je pense que ça c'est le premier point important. Le deuxième point sur lequel je reviendrai, c'est que ça introduit la notion de gradation, ça introduit la notion de progression. Et je pense que le point, à mon avis, essentiel, et je conclurai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, c'est aussi comment, pour les usagers, c'est perçu. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai qu'encore une fois, comment cette gradation, ce parcours, peut être lisible pour le grand public, les patients et les familles, pour que d'une certaine manière, ils comprennent pourquoi il faudrait aller plutôt à tel endroit en première intention et pas à tel endroit en première intention. Donc je pense qu'il y a un vrai travail aussi de lisibilité qui est souligné dans le rapport. Merci Ludovic. Je passe la parole à Christine Jetin. Oui. Bonjour. Merci d'abord pour organiser cette journée, mais aussi cette interrogation, cette démarche de remise en cause et de réflexion. Moi, j'avoue que j'avais un petit peu plus d'espoir quand j'ai lu les premières versions. Là, il y a des choses qui m'ont un peu plus gênée dans ce contenu. Mais déjà... Je trouve intéressant votre intervention parce que c'est vrai que ça ne se décline pas partout pareil et on voit bien qu'il y a des endroits où on a un tel désert médical qu'on n'a pas grand-chose et quand le niveau 2 en est à 2 ou 3 ans de file d'attente, on fait quoi en attendant? Donc quand même, on trouve dans la finalité de cette démarche, on manque d'articulation, je trouve, entre le niveau 2 et le niveau 3. Et il faut savoir que pour ce qu'il en est des troubles du neurodéveloppement, que moi je représente, je ne sais pas si tout le monde me connaît, pas forcément, mais je suis la fondatrice de l'association TDAH France, pour le TDAH, donc. Et donc, pour les troubles du neurodéveloppement, aujourd'hui, on en est à dire que les centres d'experts, c'est-à-dire ceux qui seront amenés normalement, ou les centres ressources, à voir les patients de niveau 3 complexes, doivent aussi avoir une pratique de niveau 2, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup déclarer qu'on peut recevoir des cas complexes en recevant très peu de cas, en fait, en voyant très peu de patients. Donc il faut avoir une file active, une pratique. Et je trouve que cette réflexion qui se dit que on peut pas être expert sans avoir une pratique au quotidien, quelque part, ça me paraît assez juste. Ça me paraît pas, on peut pas tout d'un coup être l'expert en étant déconnecté de la réalité du terrain. Donc ça, c'est une chose. Je trouve que dans le document, on voit pas trop comment se passe le passage entre le niveau 1 et le niveau 2. On voit pas trop comment ça s'opère. Alors peut-être que justement, il y a ces systèmes de plateforme, etc. Mais en attendant, aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a des zones où il y a si peu de choses, ou alors, Poitiers, une région que je connais vraiment bien. Faut quand même, moi, là où j'habitais, mon frère a été soigné à Poitiers, ça faisait 150 km. S'il faut faire 150 km pour des soins, on ne peut pas les faire de manière régulière et bien suivie. Donc, c'est pas possible. Donc, si le niveau 1 ne peut pas assurer un minimum, on fait quoi et comment ça s'articule et comment c'est supervisé? Et je n'ai pas trouvé non plus de déclinaison de la formation. Vous parlez de la formation, mais on met quoi dedans?
Ça, je me le pose. Et je me pose encore plus la question quand je lis ce passage. Quand je lis le passage, un soin pédopsychiatrique est prodigué par un soignant avec son expérience, sa formation, ses références théoriques, voire spirituelles, concernant la nature du psychisme humain. Ce bagage doit respecter, pour des raisons éthiques, préserver le sens que les soignants trouvent dans leur travail, pour des raisons d'efficacité, pour favoriser l'alliance thérapeutique, enfin pour des raisons d'attractivité des professions. Alors si la spiritualité individuelle vient interférer avec le soin, là, je suis inquiète. Enfin, personnellement, je suis inquiète parce que j'ai vu à l'œuvre chez des praticiens de votre profession qui reçoivent des patients avec des besoins en santé mentale, c'est le début de l'emprise. C'est que si dans la pratique, c'est la conviction religieuse ou autre, spirituelle qui guide le soin, alors pour moi, c'est plus la formation qui doit guider votre manière de pratiquer votre métier. C'est ce qui relève de votre professionnalisme et que ça doit relever beaucoup plus du professionnalisme que de la spiritualité. Bien sûr que vous êtes une personne qui ne fait qu'un et que vous avez votre spiritualité, mais le plus possible, elle doit rester à la porte de votre cabinet professionnel et exercer votre profession avec une rigueur professionnelle. J'attends ça. Enfin, moi, ça m'inquiète un peu quand je lis ça. Et je trouve que je ne devrais pas le voir dans ce document. Avec... voilà, ça me dérange, je le dis. Et je trouve que dans cette définition du soin pédopsychiatrique, on ne parle pas du besoin de l'enfant. Et donc, on ne ramène pas aux besoins de l'enfant et de son entourage. Et de son entourage et des parents. Donc, dans ce que j'ai entendu ce matin, j'ai bien entendu qu'il y a eu des interventions où on parlait quand même de la globalité de la famille. Et j'ai entendu aussi la nécessité de revaloriser les soins. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. D'autant plus que j'ai vu parfois des psychiatres ou des pédopsychiatres faire du bricolage pour arriver à facturer le fait qu'ils recevaient les parents, parce qu'il n'y avait rien de prévu. Parce qu'il n'y avait rien de prévu et il fallait faire des consultations, et parfois avec les parents sans l'enfant. Enfin, c'est selon les besoins, c'est selon les cas, c'est selon... c'est tout pour tous, c'est pas... Et ça, il n'y a rien de prévu. Alors, du coup... et les patients nous interrogent après en disant est-ce que le médecin il peut faire ça, etc. Et poser des questions. Mais on comprend bien qu'il y a parfois une nécessité de faire des actes avec le parent, les frères et sœurs, la famille, et tout un travail avec l'entourage. Et sachez qu'en tant que représentant des patients, en tout cas, moi je me bats beaucoup pour que le soin soit pas que centré sur l'enfant, mais que souvent, parce que depuis 20 ans maintenant que j'observe, je regarde l'évolution des personnes, et on voit les bonnes évolutions et on voit de moins bonnes évolutions. Et on a tendance à voir les bonnes évolutions, c'est quand on a tout autour de l'enfant des personnes qui interviennent et qui se coordonnent entre elles et qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui embarque l'enfant dans une bonne direction. Donc tous les soins doivent converger, y compris l'école. Alors, bien sûr que l'école, ce matin, à Awa, qui était ce matin, de l'Éducation nationale, et donc il faut que tout le monde embarque dans la même direction. Et on voit bien qu'à partir du moment où il y a du cafouillage, où on a parfois 2 médecins qui interviennent et qui prétendent... qui vont dans 2 directions différentes, alors là, vous perdez les familles. Là, c'est pire que tout. Parce que vous êtes l'autorité, vous avez... donc, il faut vraiment que vous vous coordonniez. Donc, il faut que les soins soient coordonnés, qu'il y ait du dialogue. Et ça, et que le suivi, à quelque niveau qu'il se fasse et qu'il soit nécessaire d'intervenir, il faut qu'il y ait de la coordination et il faut qu'il y ait du dialogue et de l'entente et qu'il y a de la convergence du soin. Et ça, c'est très important. Enfin, voilà. Mais ça, je n'ai pas assez retrouvé. Puis une chose que je n'ai pas trouvée dans le rapport, c'est... mais M. Fadissard en a parlé ce matin,
c'est l'évaluation des soins et la qualité des soins. Je ne l'ai pas vu dans le rapport, alors peut-être que j'ai un peu décroché au moment de lire les lignes où c'est écrit, mais je ne l'ai pas bien vu. La nécessité de bien évaluer ce qu'on fait et de mettre des critères de qualité dans les soins et de réévaluer régulièrement pour savoir si c'est efficace, si ça sert à quelque chose, s'il faut rectifier le tir, si l'enfant va plus mal, ou si la famille, les choses s'aggravent. Il faut parfois corriger le tir ou réorienter, ou revoir même le diagnostic peut-être, enfin tout remettre sur la table et remettre l'ouvrage et se questionner pour réavancer. Mais ça nécessite d'avoir des critères de qualité, de faire de l'évaluation. Et bien sûr, on peut pas, tout n'est pas cartographiable, mais quand même, prendre du temps pour s'arrêter plutôt que de continuer à aller dans le mur, peut-être nécessaire, quoi. Voilà. Merci Christine. Alors je pense que dans le rapport, c'est noté de façon assez explicite que le soin est systémique, c'est-à-dire qu'il doit impliquer l'ensemble des intervenants, la famille, l'enfant, les intervenants scolaires. Donc ça, c'est un peu un implicite qui est très important à expliciter, justement parce que c'est indispensable. Comment je lis la phrase que tu as pointée sur la spiritualité? Je pense que c'est un équilibre très délicat dans notre métier entre des connaissances techniques indispensables qui sont liées à connaissances validées scientifiquement, et le fait quand même c'est un métier dans lequel il n'y a pas que la technique, il y a quelque chose qui est l'engagement, c'est aussi la valeur qu'on donne à la rencontre, au travail de soins, et ça, l'articulation entre ces deux niveaux est délicate. Alors l'appeler spiritualité, peut-être c'est un peu un concept un peu trop complexe et flou, mais il y a quelque chose qui n'est pas seulement technique, c'est l'équilibre entre la technicité nécessaire et l'engagement, l'investissement dans la relation interpersonnelle qui est complexe. Oui, mais il faut aussi en prendre en compte la spiritualité de l'enfant et de sa famille. Oui, bien aussi. Sûr. C'est pareil. C'est aussi les valeurs de la rencontre. Les valeurs de la personne, et aussi les valeurs culturelles, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à notre culture. Parfois, on l'oublie. Merci. Alors, je vais passer la parole à Bérénice Merlière, qui est cadre supérieur de santé. C'est bon. Bonjour. Donc, je m'appelle Bérénice Merlière, je suis cadre supérieur de santé, je suis cadre du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Nouvel Hôpital de Navarre à Évreux. Alors Évreux, c'est le département de l'Eure, et je vais faire un peu une réédition de ce qu'on a entendu ce matin avec le docteur Lenuet, voir ce qui est comparé en fait ce qui est la vie au quotidien dans un établissement public de santé mentale, dans la ruralité et dans la pauvreté, on peut le dire comme ça. Par rapport aux ambitions que ce rapport précise, bien que finalement on s'en éloigne pas trop. Alors, travailler dans un établissement en pleine ruralité comme le nôtre, ça veut dire beaucoup de distance entre nos différents sites. C'est un département de 600 000 habitants. On est à peu près au centre. On a 1h30 pour se déplacer aux extrémités de notre département. Nos difficultés à nous, c'est les difficultés que peuvent avoir nos familles et les enfants. C'est-à-dire que quand on propose du soin, si on n'a pas les transports urbains ou même n'importe lesquels, même les véhicules, on a des familles monoparentales qui sont peu équipées, les soins seront sans suite. Donc on a aussi cette difficulté-là qui vient se greffer au reste dans un département plutôt précaire. La précarité, elle est aussi au niveau de nos embauches, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de trous dans le maillage. Il nous manque aussi bien des paramédicaux que des médecins, des psychiatres, des pédopsychiatres, j'en parle pas, les métiers de la rééducation, et on a beaucoup de structures qui vivotent, qui essayent de vivre avec parfois un binôme soignant uniquement, des hôpitaux de jour sans médecin, des CMP sans médecin, parfois jusqu'à 1 an, sur lesquels on intervient ponctuellement pour essayer de faire une sorte de supervision. Moi pour l'encadrement quand il manque des cadres, docteur Turc pour les médecins quand il manque des médecins. Voilà, on est toujours un peu comme des pompiers, on intervient dans l'urgence, on éteint les petits feux au fur et à mesure et on essaye de maintenir le pôle à sa dimension attendue. Nous n'avons pas de médecins libéraux. Nous n'avons pas de clinique non plus privée pour faire du relais avec nous. Et nous n'avons pas de pédopsychiatre, mais pas du tout en fait, sur le département, il y en a 0. Les seuls pédopsychiatres qui exercent sur le département sont à l'hôpital. Alors,
l'intérêt qu'on a à être tous dans ce département à la fois pauvres et peu nombreux, c'est qu'on se connaît tous. Et en fait, la possibilité pour nous de faire du maillage, elle dépend finalement de notre volonté, puisque que ce soit les acteurs de l'éducation nationale ou les acteurs du juge pour enfants, que ce soit l'ASE, que ce soit nous, finalement, on gère tous les mêmes dossiers. Ce sont les mêmes enfants, les mêmes familles qui sont pris en charge, cités à travers nos différentes institutions. Et dès lors qu'on se rencontre, on parle tous le même langage. Donc ça, c'est au moins l'intérêt de pouvoir, peut-être plus facilement que dans les grandes villes, je ne sais pas, rencontrer en tout cas nos partenaires. Voilà, donc on a tous l'habitude de travailler sans budget et sans moyens, ce qui nous réunit aussi dans nos capacités d'invention pour essayer de trouver des solutions. Alors on est aussi en saturation du niveau 2, on est aussi en démédicalisation forcée, et on a des listes d'attente, notamment sur les métiers de la rééducation, les ergos, les orthophonistes, les psychomotriciens, qui sont très très longues, et parce que les professionnels sont peu nombreux sur le pôle. On a, nous par exemple, sur le pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 2 assistantes sociales pour l'ensemble du département. Donc on a essayé de faire des choses. Donc on a essayé de développer notre maillage au maximum, et on a vraiment travaillé à rencontrer nos partenaires du département. Quand on fait des réunions, elles sont, quand on le peut, à l'échelle du département. On a fait des partenariats, des rencontres spécifiques autour de l'APCO, du TND. C'est-à-dire, quand je parle TND, c'est tous les acteurs qui prennent en charge le TND sur le département, aussi bien la génétique que la neuropédiatrie, que les acteurs du médico-social. On essaye de rencontrer vraiment tout le monde. Alors les premières rencontres, elles sont souvent brouillons. Celle d'après aussi, d'ailleurs, je pense. On ne s'arrête pas d'être dans le brouillon, mais on se rend compte, on se connaît, on sait qui fait quoi, on sait aussi qui ne fait pas quoi, parce que bien souvent, c'est des choses qu'on ignore, et on peut avoir l'habitude d'adresser, pensant que, voilà, sous tel titre, PCO, CRTLA, ETADA, que sais-je, on va prendre en charge, et finalement, on sait aussi assez peu ce que les autres ne font pas. Donc c'est toujours aussi intéressant de se dire ces choses-là. On rencontre l'ARS notamment autour de réunions annuelles dites sur les dossiers spéciaux qui sont des réunions tripartites avec l'éducation nationale, l'ARS et nous autour de dossiers spécifiques d'enfants qui sont scolarisés et pour lesquels on est tous les 3 acteurs de la prise en charge. On a tenté de faire des réunions dites cas complexes qui permettaient à tous les partenaires médico-sociaux de venir nous présenter les sujets de prise en charge pour lesquels ils sont en difficulté, d'enfants non connus sur le pôle, de sorte que nous, on puisse les orienter dans leur circuit, dans leur parcours, avant que l'enfant n'arrive en état d'urgence voilà, au CAC ou aux urgences pédiatriques et qu'on ne sache que faire de cet enfant. Alors j'ai dit on a tenté parce que ça a été bien compliqué. Finalement, on s'est rendu compte que cette anticipation, ce n'était pas l'urgence de nos partenaires. Ils restent quand même dans quelque chose d'une attente de la réponse urgente qu'eux expriment. Ils ont beaucoup d'attentes dans l'hospitalisation et un peu comme un remède miracle, ce que nous, on essaye d'éviter. Donc on ne parlait pas tout à fait le même langage. Du coup, on a continué à réfléchir et on s'est dit qu'on allait proposer à l'ASE et au foyer de l'enfance de prendre le relais de ces situations-là. Et on a bien fait puisqu'ils vont s'en emparer. On rencontre aussi, alors j'allais dire le médecin scolaire, mais on n'en a plus. En tout cas, en septembre, il n'y en aura plus dans le département. Donc, on rencontre l'infirmière référente des infirmières scolaires et on fait des réunions aussi de toutes les infirmières scolaires avec l'encadrement de la maison des ados, par exemple, de sorte que aussi ces partenariats-là puissent se connaître et travailler ensemble. On rencontre le juge pour enfants, les juges pour enfants. Et à cette occasion, on précise aussi les incohérences ou en tout cas les questionnements qu'on peut avoir sur, d'un côté, les juges pour enfants qui vont prendre des décisions, de l'autre, les juges pour les affaires familiales qui vont en prendre d'autres pour une même famille. On se demande pourquoi ces métiers-là ne fonctionnent pas plus ensemble et pourquoi ils ne se parlent pas, ou peu. On rencontre l'éducation nationale aussi très régulièrement, alors un peu pour demander... plutôt pour exprimer nos besoins en termes d'enseignement spécialisé et puis eux pour nous répondre qu'ils n'ont pas ces budgets-là, mais en tout cas ça nous permet de nous dire les choses et de nous connaître. On se rencontre 2 à 3 fois par an. Voilà, dans tout ça, on a quand même réussi à mettre en place une équipe mobile de périnate avec 3 professionnels. Une équipe mobile TND qui a commencé à 2 professionnels et puis qui est montée à 4.
On a fait quand même une filière ado, structurée autour de l'urgence. Qu'est-ce qu'on a fait? Équipe mobile enfant-ado. On avait une équipe mobile ado. Et puis on s'est dit que finalement les besoins de prise en charge, malheureusement, l'âge descendant, on allait s'ouvrir à prendre à partir de 6 ans. Donc on a développé notre équipe mobile ado en équipe mobile enfant-ado. Voilà, on essaye de répondre à la fois sur des soins qui restent généralistes et puis des filières quand même qui viennent se greffer. Nos équipes mobiles sont adossées dans nos CMP, de sorte qu'il puisse y avoir un relais après de prise en charge ou une orientation du CMP vers ces équipes mobiles. Voilà, parfois ça marche bien et vite et rapidement, parfois c'est un peu plus long, donc on prend notre temps et puis on essaye et on propose. On n'hésite pas à revenir aussi sur ce qui pourrait ne pas fonctionner. Et puis, Dr Klein, ce matin, disait que les budgets favorisaient plutôt la psychiatrie adulte. Alors, il y a aussi des moyens un peu déviés de favoriser la psychiatrie adulte. Nous, par exemple, sur notre hôpital, la psychiatrie adulte est principalement, en tout cas, beaucoup plus qu'en pédopsychiatrie, en hospitalisation temps plein. Nous, le pôle, il y a 23 structures, toutes extra-hospitalières, sauf une unité d'hospitalisation à temps complet pour adolescents de 8 lits. Donc, toutes les ressources, tous les recrutements RH sont privilégiés, on va dire, pour l'intra, plutôt que pour l'extra, mais ça veut dire en fait pour l'adulte plutôt que pour la pédo, voilà, dans les conclusions. C'est au détriment aussi voilà, de nos équipes mobiles qui peuvent fonctionner à 2 alors qu'il nous manque 3 à 4 agents, voire plus, et puis on va quand même aller mettre l'unique personnel manquant sur une équipe en intra-hospitalier. Ça laisse aussi au détriment de nos équipes de repérage précoce qui pour nous restent quand même voilà, vraiment nécessaires aujourd'hui. Et puis voilà, des hôpitaux de jour, des CMP sans infirmiers, sans éducateurs et sans assistante sociale. Et puis qu'on maintient à bout de bras. Alors j'entendais parler ce matin de décisions qu'il est important de prendre quand on est vraiment dégradé. Et puis s'autoriser aussi à fonctionner de façon dégradée. Alors ça c'est quelque chose que nous, en tout cas à notre niveau, on ne peut pas initier, bien que parfois on est tenté. Hein. On est bien, comme dans tous les hôpitaux, dépendant de décisions de direction qui font pas toujours écho avec nos difficultés. Donc pour l'instant, on continue à jouer les pompiers, mais voilà, globalement, je dirais qu'on arrive à répondre pas trop mal à ce qui est un peu conseillé aujourd'hui, avec des difficultés qui effectivement, quand elles sont à la hauteur d'un département comme ça, rencontrent aussi des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. Donc il y a effectivement des choix qui peuvent se faire. Moi, je suis assez tentée par le fait de fonctionner de façon dégradée et de dire là, c'est plutôt que d'avoir des petites unités qui vivotent, on recentre. Mais le risque, peut-être si on prend ces décisions-là, c'est de ne plus rouvrir. Voilà, c'est des décisions qui doivent être peut-être plus réfléchies à plus grande échelle, mais qui peuvent... voilà, faire écho peut-être pour d'autres qui les ont déjà expérimentés. Voilà pour moi. Merci. C'est très important ce que vous évoquez, parce que comme si vous étiez pris en permanence, on l'est tous, entre une tension entre ce qu'on souhaiterait faire et ce qu'on peut faire, ce qui touche un peu à le sens de ce qu'on fait, et à la dimension éthique des choix permanents qu'on est obligé de faire et qu'on porte, nous, en permanence, en tant que professionnels, alors que les décisions sont souvent prises plutôt au niveau, comme vous dites, de la direction. Comme s'il y avait parfois une difficulté à intégrer ces deux niveaux et que les soignants ont tendance toujours à faire plus de ce qu'ils peuvent parce qu'il y a la dimension éthique qui ne rencontre pas toujours l'accompagnement de la direction. Donc ça, c'est une question... dans le rapport, c'est indiqué la nécessité que nous soyons impliqués dans les organisations, les directions fonctionnelles pour que la dimension clinique soit prise en compte dans les décisions plus globales. Alors, je passe la parole au docteur Amani Turk, qui est pédopsychiatre, donc dans le même établissement. Exactement. Donc moi, je suis chef de pôle de la pédopsychiatrie de ce département. Donc, pour souligner ce qui avait déjà été dit ce matin par le docteur Denuet et repris par Madame Merlière, c'est vraiment un département où il y a zéro psychiatrie, pédopsychiatrie libérale. Donc, il faut vraiment imaginer qu'on n'a absolument pas de recours autre que l'hôpital public. Donc ça, c'est déjà une difficulté pour nous. On a aussi quelques psychiatres
très rares qui prennent des ados de temps en temps, qui font ce qu'ils peuvent avec leur formation ou l'absence de formation. On a quelques cliniques qui prennent un petit peu des ados, mais pareil, ils font ce qu'ils peuvent, et donc c'est pas un recours pour nous. Et on a 8 lits. 8 lits pour tout un département en plus qui a la particularité d'avoir une population plutôt jeune par rapport à la moyenne nationale, et donc qui se retrouve très sous-doté et qui en plus a tendance à absorber d'autres départements limitrophes qui eux n'ont pas de lit d'hospitalisation et qui du coup viennent nous solliciter pour pouvoir obtenir une place pour des enfants dans des situations extrêmement délicates. Donc en fait on se retrouve dans une situation où les enfants arrivent très tard, ils arrivent déjà très graves, ils arrivent avec un tissu social délité, avec pour un certain nombre un parcours de protection de l'enfance dégradé, dans lequel il y a du trauma plus le trauma de l'ASE, on va dire ça comme ça, qui se surajoute au trauma initial de la dynamique familiale perturbée, qui vient en plus parfois valider le discours parental de dire vous voyez, il était bien chez moi. Donc en fait pour l'alliance c'est assez compliqué pour nous, et où l'hôpital, comme dit Madame Merlière, devient la solution magique pour le médico-social, pour le social, pour nos partenaires, l'éducation nationale, qui est un des principaux adresseurs dans ce département. C'est vraiment beaucoup les infirmières scolaires qui nous adressent des jeunes dans les CMP ou directement sur les structures d'urgence, avec cette difficulté aussi parfois pour les parents de notre département qui est très rural d'identifier que la souffrance mentale a une valeur équivalente à d'autres types de souffrances. C'est-à-dire que dans un département rural comme le nôtre, il faut bien comprendre aussi qu'il y a une culture différente de ce qu'est la santé mentale. Il y a des importances qui ne sont pas les mêmes. Les parents, ils vont vous dire c'est quoi la dépression, je comprends pas ce qu'ils racontent, tout va bien. Moi par contre, j'aimerais bien pouvoir finir mes fins de mois et être sûr que je fasse ma récolte parce que ça se trouve, je vais me pendre au fond de la grange parce que en fait, on s'en sort plus au niveau, je pense à ça, des agriculteurs. Moi, j'ai eu cette situation plusieurs fois, par exemple. Donc, on a des jeunes qui arrivent et dont la souffrance ne fait pas écho parfois pour les parents. Alors, est-ce que ça fait d'eux des mauvais parents ? Non, c'est bien ça le problème, mais la difficulté aussi autour de centrer les soins, et ce que je trouve très juste, autour des besoins fondamentaux de l'enfant, qui pour le coup réconcilient tout le monde, parce que ce soit l'ASE, l'éducation nationale, que ce soit le sanitaire, quand on centre autour, et que ce soit du TND ou pas d'ailleurs, quand on centre les besoins de l'enfant comme notre bien commun, alors on parle un langage qui a du sens, et alors, quelles que soient nos compétences, on se met autour de l'enfant et on va y arriver si on travaille comme ça. Et je dis ça parce que moi qui suis, pour le coup, qui me suis spécialisée dans les TND, et c'est un domaine très important pour moi, je me rends compte que le TND, c'est une chose importante, mais, et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans le département de l'Eure, ça ne suffit pas de diagnostiquer le trouble neurodéveloppemental chez ces enfants-là. Voir l'effet pervers que je commence à observer, que mes collègues commencent à observer, c'est que, je pense à ça, une situation que j'avais ce matin dans mes mails, l'ASE, maintenant, lorsqu'ils font des enquêtes sociales, s'il y a un diagnostic de TND, eh bien, ça arrive assez souvent maintenant qu'ils disent « Ah non, il n'y a pas de disparentalité, c'est le TND ». Donc, ça c'est véridique, hein, c'est une situation que moi j'ai. Et donc, nous, on ne va pas mettre de mesures, hein, on va pas, parce que ce n'est pas nécessaire de placer ou de mettre une aide éducative, c'est le soin. Peut-être c'est le soin, mais c'est pas que le soin. Ça peut pas être que le soin. Et quand bien même l'enfant, effectivement, de par son TND, peut être en difficulté et faire que la parentalité est difficile, les parents ont besoin d'aide. Et si on a fait une information préoccupante, c'est qu'on était inquiet. Et c'est qu'il y avait des raisons d'être inquiet. Ça prend un temps fou de faire une IP. Ça prend un temps fou d'envoyer cette IP, de prendre des risques, de l'annoncer aux parents. Enfin, en fait, si on le fait, c'est que vraiment, il y a des inquiétudes fondées. Donc, notre difficulté aussi aujourd'hui, c'est les effets pervers qu'on voit et qui, en plus, se structurent via l'augmentation des démarches administratives. On en parlait ce midi. C'est qu'aujourd'hui, l'enfant, il existe dans une nosographie qui est de plus en plus celle du dossier MDPH, celle de la demande de prise en charge 100%, etc. Et on en vient finalement presque à penser le soin d'emblée comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai de plus en plus de familles qui arrivent dans ce département avec, évidemment, une liste d'attente longue, parfois ça fait des mois qu'ils attendent, et on en est tous pétrifiés de ça. Il faut le savoir que nous, en tant que pédopsychiatres, on est pétrifiés de ça.
on est mal de ça, hein. On travaille dans ces conditions-là, mais on n'est pas heureux de travailler comme ça, hein. Et on se retrouve avec les parents qui arrivent et qui nous disent je viens pour le dossier MDPH. D'accord. Et est-ce qu'on peut se parler un peu avant quand même? Moi, j'ai besoin de comprendre la situation. C'est pas en 1 heure que je vais comprendre exactement tous les tenants et aboutissants de cette situation et comment je vais pouvoir vous aider. Mais on leur a dit, le dossier MDPH, c'est la clé. Et eux, ils ont l'impression que c'est magique. Ça va être magique, le dossier MDPH. Et on en vient à structurer la prise en charge autour de ça. C'est-à-dire, il va falloir trouver une nosographie qui colle, il va falloir faire les bilans dans l'ordre, il va falloir rédiger d'une certaine manière pour obtenir les moyens. Et après, ça ne résout pas tout. Donc, nous, on a réfléchi autrement et on a essayé de structurer un entretien clinique initial qui soit le plus exhaustif possible, qui prenne vraiment toutes les dimensions psychosociales, neurodéveloppementales, affectives, enfin tout ce qu'on peut, dynamique familiale, tout. Alors, ça prend un temps fou, mais on en gagne après. Et c'est un travail de rigueur qu'on a essayé de développer. Et grâce à l'outil informatique, on a cette chance d'avoir un super logiciel qu'on peut modifier. Donc on travaille comme ça et on essaie en tout cas de ne pas se faire piéger, parce que je trouve qu'on peut vite se faire piéger. On est plus nombreux, c'est le cas de le dire. En plus de ça, on est des PH inscrits à l'ordre. Ça se fait, c'est WWF, hein, globalement, on va bientôt être une espèce en voie de disparition. Donc, non mais c'est une réalité. En plus, il y a une différence culturelle. La moyenne d'âge des pédopsychiatres, elle est très, très élevée. C'est la plus élevée des disciplines de médecine. Et donc, entre un pédopsychiatre qui a 77 ans, je parle parce que nous, on en avait un de 77 ans quand je suis arrivée sur mon pôle, et je le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais on n'avait pas du tout le même langage. On n'avait pas du tout la même formation. Et on voyait le même patient, on n'en parlait pas de la même manière. Alors, qui avait raison, j'en sais rien, sans doute les deux, en vrai. Mais il y avait quelque chose qui était compliqué, parce qu'on a cet implicite, voire cet explicite au fond, de devoir rentrer dans les cases de plus en plus de l'administratif, ce qui peut avoir un certain avantage administratif. Je ne suis pas contre la digitalisation, mais il faut que nous soyons partie prenante de la digitalisation. Moi, j'ai le sentiment, et pourtant, j'estime pas encore être trop âgée, mais j'ai quand même le sentiment que cette digitalisation, elle nous est imposée, elle n'est pas pensée par nous, elle s'applique à nous et elle, parfois, nous contraint tellement qu'elle dévoie même notre nosographie, qu'elle dévoie même notre façon de prendre en charge les patients, d'en parler aux autres. Moi, je suis assez effrayée de ça, en fait. De me dire, et pourtant, je suis pour les outils, j'utilise l'IA tous les jours. Je trouve ça génial, il y a plein d'intérêt à ça. Mais il faut que nous, médecins, nous prenions le temps de pouvoir aussi investir ces outils-là. Et sur des territoires, justement, ruraux, quand je vois dans le rapport, et je trouvais ça intéressant, c'est les rapports de la Cour des comptes aussi disaient la même chose, il faut digitaliser, il faut faire de la téléexpertise, il faut faire de la e-consultation. Alors, moi, quand je suis arrivée sur ce territoire, j'y ai pensé tout de suite, bien sûr. Et puis après, il y a le réel. Je me retrouve avec des familles qui ne savent utiliser leur smartphone que pour TikTok et WhatsApp. Et quand il faut envoyer un document en PDF, ils ne savent pas faire. Mettre une pièce jointe dans un mail, ils ne savent pas faire. Répondre sur une pièce jointe, on sait faire, nous, remplir un PDF, ils ne savent pas faire. Télécharger une application de visioconsulte, l'utiliser, ils ne savent pas faire. Plus des zones blanches assez, malheureusement, importantes sur ce département. Donc, vous avez des gens à qui ça pourrait être utile, toute cette digitalisation, et en même temps, c'est ceux qui ne peuvent pas s'en saisir. Et il faudrait les éduquer à ça, mais ils ont bien d'autres problèmes. Ils s'en fichent, eux, de ça. C'est pas important. Eux, ils veulent manger, ils veulent avoir un toit, ils veulent peut-être aussi que leur enfant il s'en sorte. Et ça, c'est complètement... c'est très loin pour eux. Donc, toute la question moi, que je me pose dans ce rapport, c'était comment on fait pour se saisir des outils, parce que justement, j'ai pas vu dans ce rapport, et je veux savoir si ça avait été discuté, comment nous, pédopsychiatres, on intervient aussi dans les processus de digitalisation. Est-ce que c'est prévu qu'on s'en saisisse, qu'on soit au cœur de cette French Tech, là. Je parlais ce matin de cette TikTokeuse qui... je suis allée voir l'appli, je n'ai pas trouvé ça incroyable, enfin bon, bref. Franchement, je peux être d'un humain de compagnie, d'ado en crise, je ne comprends pas le concept. Bon, pour le coup, là, il n'y a pas de spiritualité.
Voilà, il y a quelque chose moi qui m'a dérangée, et au sens où si on en arrive à utiliser une appli pour être un humain qui parle à un autre humain, il y a un gros problème. Moi, je comprends pas. Comment on en est arrivé là, en fait? Alors, oui, on vous donne la parole d'abord à notre... Non, mais je voulais juste dire que beaucoup de patients nous disent sur les réseaux qu'en parlant à l'IA, parfois, ils sont, sur le moment, ça les aide. C'est un fait. C'est juste un fait. Je pense que tout ce qui est numérique, la digitalisation, l'IA, il est là. Donc, on ne va pas revenir en arrière. C'est comment nous, on va s'en approprier, on va l'utiliser d'une manière que ce soit cohérente avec notre métier. Donc, et probablement, il y a des besoins qui sont parfois loin d'être satisfaits, même au niveau de base. Merci. Je passe la parole à Catherine Remermier. Oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je représente ici la Société française de psychologie. Donc, je suis psychologue. Et donc, juste dire un mot sur la Société française de psychologie. Elle promeut donc une psychologie scientifique, mais une psychologie aussi pluraliste, c'est-à-dire ce qui ne confond pas en fait les sciences avec une psychologie uniquement expérimentale et avec des méthodes quantitatives, mais qui défend une pluralité des approches et surtout un contact et des échanges importants entre enseignants-chercheurs et praticiens. La Société française de psychologie regroupe en fait en son sein plusieurs organisations de psychologues qui travaillent dans tous les champs, c'est-à-dire aussi bien l'éducation nationale, le travail, la santé, le sport, etc. Et donc ça nous permet d'avoir une vue assez large en fait de ce qui se passe pour les psychologues aujourd'hui. Alors concernant le rapport, nous étions déjà là l'année dernière et on a contribué à cette première analyse et on avait beaucoup apprécié la méthode utilisée, qui est une méthode qui s'efforce de prendre en compte l'avis des différents acteurs sur ce champ-là. Ce qu'on a apprécié dans le rapport de cette année, c'est justement... le fait qu'il n'apporte pas de solution tranchée, déterminée, mais pose un certain nombre de questions essentielles. Alors après, sur la conception et la structuration des niveaux, on a quand même quelques petits soucis. Parce que, vu du côté médical, moi je suis ancienne psychologue éducation nationale, et donc, s'agissant des enfants et des adolescents, c'est un contexte que je connais bien. On a l'impression que l'école, c'est une nébuleuse, quoi. C'est-à-dire, on en fait un paquet, on n'y voit pas bien ce qui s'y passe, mais on a du mal à différencier l'apport des différents personnels. Ça a été un petit peu évoqué ce matin. On a la chance quand même en France d'avoir une équipe pluriprofessionnelle avec des médecins, des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, elles sont très en difficulté, ces équipes, parce qu'il manque énormément de personnel. Et les psychologues de l'éducation nationale souhaitent pouvoir travailler justement avec des équipes complètes. Je dois dire que justement, il y a des initiatives et venant du terrain, puisque ça n'est pas officialisé, et me déplaçant dans beaucoup d'endroits en France, j'ai pu constater que c'était partout pareil, il y a eu mise en place depuis plusieurs années de ce qu'on appelle des cellules de veille. Ces cellules de veille se réunissent toutes les semaines ou tous les 15 jours et elles réunissent ces professionnels sur les situations problématiques. C'est surtout le cas du second degré. Ça l'est moins dans le premier degré, puisqu'il n'y a pas d'assistante sociale, il y a des infirmières seulement à mi-temps, il n'y a pas de médecin, etc. Mais c'est un modèle dont les psychologues d'éducation nationale demandent l'officialisation et l'extension au premier degré. Parce que ça fonctionne en quelque sorte comme une réunion de synthèse
qui permet d'approcher, avec les formations spécifiques de chacun, les problématiques qui sont posées. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de se rencontrer sur un territoire et de se connaître. C'est vrai dans les secteurs où il y a vraiment un désert médical et de soins, mais c'est vrai aussi quand on s'en donne les moyens et qu'on veut le faire dans des secteurs très peuplés. Moi, j'ai fait toute ma carrière en Seine-Saint-Denis, donc on a eu l'occasion de développer autour, donc pour le second degré, des centres d'information et d'orientation qui sont maintenant mal nommés, puisqu'ils ne regroupent que des psychologues et qui devraient changer de nom et s'appeler autrement, plus en rapport avec les fonctions et les missions des personnels qui y sont. Mais nous avions, et ça se produit encore, l'occasion de réunir périodiquement les acteurs qui s'occupent des enfants et des adolescents sur un secteur, que ce soit dans le domaine de la PJJ, que ce soit dans les structures de soins, les CMPP, les services de pédopsie, que ce soit auprès des éducateurs de rue, etc. Et tout ça permettait de créer un maillage et de connaître directement les interlocuteurs avec lesquels nous travaillons quotidiennement, puisque c'est avec eux qu'on échange sur les situations des enfants et des adolescents. Alors, cette nébuleuse qui, au vu du milieu du monde médical, je dois dire que malheureusement, elle existe aussi dans l'éducation nationale. On a parlé des différents niveaux avec un niveau N1+, pour les médecins. J'avoue que je ne comprends pas bien ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble des professionnels avec leur formation spécifique soient reconnus. Mais, je vous remercie. Mais la manière, en fait, dont l'éducation nationale traite aujourd'hui ce premier niveau de N1 en termes de repérage ne convient pas non plus. C'est-à-dire, on forme des référents en santé mentale qui sont formés en quelques jours, 2 dans la plupart des cas, et amenés à servir d'alerte, de repérage, grâce à un protocole. Pour vous le dire franchement, ce protocole, connaissant bien le développement des adolescents en collège et en lycée, on pourrait y inscrire 80% des élèves. C'est-à-dire en fait que les éléments, les critères qui sont indiqués comme étant des signes d'alerte correspondent au développement psychologique et social des enfants, des adolescents pour le coup, et qui ne sont pas nécessairement des signes psychopathologiques. Certains peuvent l'être, et donc c'est la raison pour laquelle les cellules de veille sont importantes, mais pas nécessairement systématiquement à partir du remplissage, du renseignement d'un protocole qui va amener en fait des gens qui sont très peu qualifiés, puisqu'ils ont été formés en 2 jours, à signaler des situations qui leur apparaissent problématiques, et d'autre part pour lesquelles on ne mesure pas non plus l'impact d'une responsabilité qu'en raison de leur formation, ces référents santé mentale ne sont pas en capacité d'assurer. Donc, vous voyez, cette incompréhension aussi du rôle spécifique que peuvent jouer les différents personnels, dont les psychologues de l'éducation nationale, n'est pas non plus reconnue dans l'éducation nationale, et ça nous pose problème. Et donc, dans l'articulation de nos travaux, de nos structures, il est important, ça a été dit ce matin aussi, qu'on reconnaisse en fait, qu'on soit respectueux de la formation spécifique et des missions qui sont celles des différents interlocuteurs. Parce qu'on commence à avoir sur le terrain ce que j'appellerais, c'est malheureusement le cas, des injonctions qui sont faites aux psychologues de l'éducation nationale d'assurer des évaluations psychométriques et en fait de n'assurer que ça, c'est-à-dire d'être réduit à en fait des évaluations. On comprend très bien qu'est-ce qui motive en fait cette demande, c'est que toutes les structures sont en très grande difficulté. Un psychologue de l'éducation nationale, il a 1600 élèves,
d'accord ? Donc il ne voit pas 1600 élèves et il s'occupe des urgences la plupart du temps, mais il a aussi des missions, et des missions qu'il aimerait bien pouvoir développer complètement, avec justement un rôle dans le domaine de la prévention qui n'est pas suffisamment pris en compte, et d'une prévention spécifique qui ne se limite pas soit à faire des évaluations diagnostiques, soit à appliquer en fait des protocoles, notamment, bon, je pense au protocole sur les compétences psychosociales là, en ce moment, qui se mettent en place dans l'éducation nationale, mais d'une manière extrêmement formalisée et qui ne s'appuie pas suffisamment sur les compétences et les ressources de tous des personnels, ressources qu'on a dans l'école. Donc, il serait souhaitable quand même, dans le rapport, de réintroduire en fait cette complexité. Ça a été dit ce matin aussi par une des intervenantes. La nécessité en fait d'avoir une approche généraliste, hein, c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte les situations dans leur globalité et prendre en compte également le développement des enfants et des adolescents, c'est-à-dire ne pas tomber dans une vision un petit peu trop probabiliste qui viserait à s'occuper davantage des probabilités d'évolution négative plutôt que de mettre en place toutes les conditions qui pourraient éviter cette évolution négative. Merci pour ce premier tour d'horizon. Je pense que vous avez tous évoqué je pense une tension qui existe entre quelque chose qui soit une approche épidémiologique, d'évaluation un peu globale d'un nombre important d'enfants qu'il faut un peu essayer d'identifier comme à risque ou déjà présentant des troubles, et puis une approche qui serait plus individualisée, spécifique, intégrant toutes les dimensions indispensables pour cette approche systémique. Et j'ai l'impression qu'on est dans une tension qui est très importante en termes de moyens et en termes de dispositifs d'organisation. Donc je ne sais pas comment composer avec ces deux dimensions, une approche de santé publique, on pourrait dire, une approche plus individualisée. Je pense que c'est dans vos différentes interventions, vous avez tous évoqué un peu cette problématique. Alors est-ce que ces deux dimensions sont compatibles, ou est-ce que c'est la question de la gradation, commencer par quelque chose de plus généraliste et puis monter à une intensité de soins en fonction de critères, et donc c'est une organisation progressive avec des moyens plus généralistes pour l'entrée dans le parcours, et puis des approches plus spécialisées secondairement. Pour répondre à cette question partiellement, après je ne sais pas, évidemment c'est peut-être une difficulté pas que dans le territoire rural, mais comme on a des enfants qui arrivent dans des états de crise, qui sont de plus en plus bruyants, on a aussi cette impression parfois que et les familles et les différents intervenants adresseurs, ils ont l'impression que s'ils ne vous présentent pas la situation sous un angle précis, une plainte précise, une demande de filiarisation, ou un aspect de crise aiguë, ils n'auront pas de soins. Ils n'ont pas tort. C'est pas complètement faux. Aujourd'hui, puisqu'on gère la crise plutôt que la prévention, de très loin, ils savent très bien que s'ils ne sont pas suffisamment graves dans le grave, on ne va pas s'intéresser à eux et on va leur dire « vous rentrez, vous revenez plus tard ». Et puis on ne sait pas quand. Donc, pour pouvoir travailler comme ça, et c'est vrai que ce serait idéal de pouvoir conjuguer à la fois une approche globale, préventive presque, on prend le temps de comprendre la situation et puis de filiariser éventuellement, il faudrait que le système se porte suffisamment bien pour que l'effet pervers de « il faut que j'aille le plus mal et que je sois diplômé de la situation la plus grave pour avoir droit à des soins », ça soit plus nécessaire. Donc, dans le système actuel, j'ai du mal à imaginer, même si je le souhaite profondément, et ce qu'on essaie de structurer, en tout cas Nouvelle-Hôpital de Navarre, c'est ce qu'on essaie de structurer, c'est que les paramédicaux augmentent en compétences, qu'ils soient capables de screener l'ensemble des données systémiques d'une famille et de l'enfant, mais pas que la famille, pas l'entourage, c'est pas que la famille. En tout cas, qu'on arrive à comprendre tout l'environnement de l'enfant, c'est ce qu'on essaie de faire, de ralentir
pas facile de ralentir, quand les gens pensent qu'il faut tout le temps accélérer. En plus, on est une société qui accélère en permanence pour aller où je ne sais pas, mais on accélère. Et nous, cette difficulté-là, on l'a aussi parce que on a une politique qui ne finance pas la prévention. Ouais. Enfin, moi, je vois ma fille qui vit aux États-Unis. Là-bas, le coût du soin est tel, et comme ça attaque votre propre portefeuille, bah, vous vous dites, vaut mieux que je tombe pas malade. Et comme vous vous dites, vaut mieux que je tombe pas malade, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la prévention. Parce que dès que vous voyez des signes, des choses qui vous dites que bah, y a un truc qui ne va pas, etc., vous faites de la prévention. Et tout est fait pour faciliter la prévention dans leur système. Ce qui fait que vous pouvez, vous voyez un petit signe de choses qui se dégradent, vous appelez, vous avez une infirmière, vous avez quelqu'un que vous allez pouvoir rappeler, qui va même vous rappeler pour vous demander comment ça va. L'enfant, il a de la fièvre, machin. Je trouve que non, mais faites ça. Juste un coup de fil. Ou un crochet, elle rappelle 1 heure après comment ça va, la fièvre est tombée. C'est-à-dire, ça, c'est de la prévention. Et je pense qu'en santé mentale, enfin, je ne sais pas comment c'est en santé mentale, mais je peux supposer qu'ils ont développé de la prévention parce que les gens, ils veulent éviter les coûts. Et nous, en France, comme c'est l'État qui paye, eh bien, les gens, ils consomment. On consomme du soin. On ne consomme pas de prévention. Et on n'est pas en demande. Donc, il y a un truc à renverser. Et quand j'entends là la demande aux psychologues de l'éducation nationale de faire de l'évaluation et refaire l'évaluation, alors je ne dis pas qu'il n'en faut pas, parce que je suis la première à dire qu'il en faut. Mais quand je vois que ce qui me fait bondir et bouillir, c'est des dossiers de MDPH. Ils sont à peine passés une fois dans la machine qu'au bout de 2 ans, on redemande des évaluations. Mais ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu des cas où, franchement, alors je me trompais peut-être, hein, je ne dis pas que j'ai... Mais à mon sens, ce n'était pas très utile. Et que le bilan fait par le médecin qui fait le suivi sans... un bilan écrit, pas comptabilisé, on va dire, pas avec des cases comme ça, eh bien, c'est pas nécessaire, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de refaire des bilans, d'évaluations avec des tas au bout tous les 2 ans. Même, je pense que le médecin qui fait le suivi, une fois que le bilan a été fait une première fois, peut dire voilà, faut continuer, poursuivre. Je sais pas, peu importe. Cette parole-là suffit, et celle du généraliste lui-même qui coordonne, qui voit ce qui se passe, ça suffit. Il n'y a pas besoin de repasser par un bilan de neuropsy qui coûte 500 balles aux parents, ou alors qu'on demande, forcément, on va la demander à l'éducation nationale, parce que là, c'est pas les mêmes coûts. Mais c'est sûr que, vu le personnel qu'il y a et vu le nombre d'enfants, c'est pas possible. Il y a un problème. Pour compléter finalement tous les points qui ont été évoqués, alors vous évoquez prévention. Je dirais qu'il faut aussi nuancer prévention et intervention précoce. Voilà. Et quelquefois, on prend l'un pour l'autre et inversement. On est passé d'une société à une autre. Et il est bien évident que tout l'édifice repose sur une approche institutionnelle-centrique, médico-centrique. Et il est bien évident que la réalité d'évolution des choses, démographique, sociétale et compagnie, a modifié ces éléments-là. Il y a plusieurs éléments finalement qui nous viennent à ce moment-là. Je prends chez nous Maison des adolescents et des jeunes adultes, parce que c'est 12-25, hein, donc, et 2/3 des entretiens sont sans rendez-vous. 2/3 des entretiens sont sans rendez-vous. Il faut intégrer qu'on a affaire à une génération de l'ici et maintenant, et du fait que potentiellement, quelquefois en 1/4 d'heure, 20 minutes, on peut désamorcer une situation, pas la résoudre forcément, mais et déjà constituer une première amorce, et ensuite effectivement éviter que la situation n'empire. Le gros problème qu'on a souvent en pédopsychiatrie, et je n'ai malheureusement pas d'autre comparaison que celle qui me vient là, c'est comme si vous abordiez à la cancérologie
à un stade métastatique. C'est-à-dire que potentiellement, le pronostic vital et la durée de vie à 5 ans n'est pas du tout la même que quand vous prenez effectivement la problématique à la base. Or, ce qui n'est pas assez dit quand même, nous traitons des êtres en développement. Et pour eux, le temps, entre guillemets, n'est pas un ami. C'est-à-dire qu'encore une fois, 6 mois d'arrêt de travail en pleine carrière professionnelle, bien sûr que ça va vous impacter, mais d'une certaine manière, certainement pas de la même manière que 6 mois en CP, en CE1 ou en CE2. Donc il est bien évident que je dirais que le retard au développement des soins est une vraie perte de chance pour effectivement les enfants et les adolescents dont nous avons la charge. Et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire la perception, je dirais, de la morbimortalité, de la souffrance des enfants et des adolescents. Et pour répondre aussi à ce que j'ai entendu, combien de services de pédopsychiatrie ont été fermés en France ? Combien de CMP ont été fermés ? Combien d'hôpitaux de jour ont été fermés ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'inverse, combien de services de pédiatrie ont été fermés ? Combien de maternités ont été fermées ? Combien potentiellement de structures avec, entre guillemets, des cahiers des charges opposables ont été fermées ? La problématique, c'est que si vous faites avec 8 ce que vous faisiez avec 10 et qu'après vous continuez à le faire à 6 au lieu de le faire à 10 et que vous finissez à le faire à 2, la moralité, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il en fallait 10 si finalement à 2 ça tourne. Donc la problématique, c'est que je dirais l'humanisme, ou en tout cas je dirais la dimension humaine, moi dans mon hôpital, le budget c'est 85% de ressources humaines. Voilà, c'est un hôpital somatique, c'est 55-60%, je dirais le reste c'est du technique. Donc à un moment donné, on part tourner les problèmes sous tous les angles, c'est un humain face à un humain. Alors ça peut être un humain face à un groupe d'humains, oui, mais enfin néanmoins à un moment donné, effectivement c'est un élément non négligeable. Et je pense que c'est aussi ça, je pense que ce rapport doit pouvoir nous apporter, c'est qu'à un moment donné, les unités de crise pour adolescents, ça a des incidences de ratio soignants-soignés, ça a des conditions de sécurité, ça a effectivement des cahiers des charges, et ainsi de suite. Alors vous n'ouvrez pas un bloc opératoire si vous n'avez pas tant de personnel, tant de contraintes techniques, et ainsi de suite. Donc c'est aussi la question de la médicalisation des soins pédopsychiatriques, et du fait que, grosso modo, la conception peut être un peu fantasmée que le pédopsychiatre, il a besoin de pâte à modeler, de crayons de couleur et de feuilles papier, et qu'avec ça, il va occuper sa journée. Non, alors on a des taux d'automutilation, de tentatives de suicide, de détresse à adolescence et enfance, parce que, encore une fois, on parle beaucoup des ados, mais les déscolarisations totales dès le primaire, et j'en passe et des meilleurs, traduisent comme j'ai tendance à dire, la société a mal à sa jeunesse et elle regarde ailleurs. Et elle se dit que plutôt que de soigner la fièvre, elle va casser le thermomètre. Non, je pense que fondamentalement, nos enfants et nos adolescents sont les symptômes d'une société qui ne va pas bien. Et qui ne va pas bien uniquement à cause du Covid. C'est une société qui va structurellement mal. Et je dirais qu'il dégage un certain nombre de toxines et un certain nombre effectivement de problématiques dont, je dirais, les plus fragiles et les êtres en développement sont les premiers impactés par ça. Donc c'est ça aussi qui est un élément important. Il y a une prise de conscience collective. Je regrette beaucoup finalement que la grande cause nationale autour de la santé mentale qui était censée marquer, je dirais, quelque chose. Alors pourquoi je regrette ? Parce que, je dirais, une fois qu'on a grillé la cartouche, eh bien, on a eu une grande cause de, je dirais, par décennie ou par siècle, je ne sais pas. Enfin bon, toujours est-il que finalement, c'est dommage de ne pas avoir adossé davantage de mesures, de moyens, mais j'entends bien que c'est pas simple. Donc je pense que globalement, c'est la représentation, c'est ce que la collègue disait tout à l'heure, de la souffrance invisible dans la représentation collective de la gravité des choses. C'est-à-dire que véritablement, ça c'est un vrai problème. Oui, on évoquait que la grande cause nationale était devenue une petite cause nationale, une petite Cosette, et que c'est Cosette des Misérables, et qu'on est vraiment un peu dans un peu de chagrin de moyens et d'écho, alors que effectivement les besoins sont majeurs. Alors je me demande effectivement si on a des réalités assez intéressantes de voir qu'il y a des réalités très différentes et que les solutions ne sont pas du tout les mêmes possibles. Par exemple, vous avez beaucoup évolué dans vos pratiques avec des équipes mobiles, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'était un choix
un choix de moyens, un choix de spécificité. Parce que la question qu'on peut se poser, on a un modèle un peu idéal qu'on a un peu vu sous la stratification des niveaux, de la spécialisation des pratiques. Mais après, il y a peut-être des initiatives qui sont davantage adaptées à certains contextes, qui nécessitent peut-être des moyens différents, mais qui ont une efficacité forte dans certains domaines. Les deux. Alors ça répondait, nous initialement on voulait ouvrir une deuxième unité d'hospitalisation pour répondre à la crise. L'unité d'hospitalisation actuelle qu'on a, elle est programmée sur consultation préalable et puis on n'est pas dans un contexte de crise. Ce qui fait que le circuit des adolescents qui arrivent en hospitalisation en urgence sont encore aujourd'hui hospitalisés en hospitalisation adulte. Alors on a mis en place une petite équipe de liaison qui fait l'adulte et l'ado pour qu'on libère au plus vite des lits sur l'unité d'hospitalisation enfants et adolescents pour pouvoir prendre ces ados-là en priorité. Néanmoins, voilà, on aurait souhaité avoir une deuxième unité, sauf qu'aujourd'hui, les budgets sur les appels à projets ARS sont régionaux et que politiquement, ça fait moins bien de donner tout à un seul établissement pour ouvrir une grosse unité qui va fonctionner temps plein que répartir des budgets sur un petit peu tout le monde pour faire plaisir. Donc nous, pour nous faire plaisir, c'était possiblement une équipe mobile TND. Donc on a fait une équipe mobile TND. On a fait une équipe mobile périnate. Voilà, on avait déjà l'équipe mobile ado, du coup on a 0 jusqu'à... Mais en termes de moyens, une unité d'hospitalisation coûte une fortune. Oui. Est-ce qu'elle est aussi efficace qu'une équipe mobile avec des moyens? La difficulté des micro-équipes mobiles comme on a chez nous, je pense encore à Périnat ou TND qui a ouvert avec 2 agents. Quand il faut aller en VAD à l'autre bout du département et qu'on part à 2, ça veut dire que toute l'équipe se déplace pour aller faire, peut-être s'il faut aller à Pont-de-Mer, on a 1h30 ou à Gisors 1h30, ils vont faire leur après-midi à 2 pour aller voir une patiente. Donc ça peut se réfléchir quand on a des effectifs qui sont cohérents pour répondre aux missions des équipes. Là, quand on commence comme ça à bas bruit, on se dit tenons le coup, on verra si ça donne, si ça paye plus tard. Mais pour l'instant, non. Effectivement, il faudrait peut-être me les dédier à autre chose, mais on lance. Et puis on espère qu'on pourra faire mieux après. Mais c'est vrai que sur des grands territoires comme ça, se déplacer aussi loin pour voir peu de patients, c'est pas toujours efficient, en tout cas au départ. Je voudrais juste ajouter, pour l'expérience qu'on a eue de monter des équipes mobiles, on les a dimensionnés par rapport aux besoins. Évidemment, on a étudié les chiffres, les besoins, tout ça. Voilà, on a fait ça sérieusement. Et donc, on a bien chiffré. Et évidemment, l'ARS a dit c'est trop cher. Ça, j'entends. Hein. Mais donc, du coup, il a fallu qu'on ampute de 2 tiers notre budget pour imaginer un projet dégradé d'emblée. Il fallait qu'on propose la moitié de nos effectifs envisagés. Un tiers, ouais. Oui, entre un tiers et la moitié. Et ce qui n'a du coup plus aucune cohérence. Parce que du coup, notre projet, il était pluridisciplinaire et tout d'un coup, il est encore moins pluridisciplinaire. Parce qu'on a enlevé la moitié des disciplines. Donc ça perd de la synergie, ça perd du sens, ça perd de la transdisciplinarité, ça perd en fait tout l'essence du projet, qui lui était intelligent. Parce que penser à partir du patient, des professionnels, du territoire, tout ça. Et c'est aussi ça, travailler aujourd'hui comme ça, c'est pervers. C'est qu'aujourd'hui, on arrive, effectivement, on fait des équipes mobiles parce que l'ARS veut bien financer des équipes mobiles et pas forcément des unités d'hospitalisation à temps plein ou pas d'ailleurs. Et du coup, et même quand on demande des moyens d'équipes mobiles qui sont beaucoup moins chers, on nous dit c'est encore trop cher. Donc, voilà, c'est pour répondre à la question, on travaille complètement à l'envers. Voilà. Donc ça produit des effets pas terribles. Et donc après, il faut restituer ce travail-là à l'ARS parce qu'elle demande des comptes, ce qui est normal. Très souvent. Mais c'est normal qu'elle demande des comptes, elle veut savoir ce qu'on a fait de l'argent. Donc nous, on a le stress de se dire il faut qu'on fasse de l'activité avec très peu de moyens, très vite, pour prouver que ça marche, pour peut-être que le palier 2, on le déclenche l'an prochain, donc le 2e tiers, et puis peut-être que si on bosse encore bien, toujours, qu'on se tue à la tâche, alors on aura le 3e palier, mais comme on aura développé de l'activité, on sera toujours sous l'eau. Donc voilà comment on travaille. Est-ce que c'est tenable dans le temps ? Je sais pas, moi je m'inquiète. Je réagis quand même à chaud parce que les équipes mobiles, si on fait l'image, c'est comme si on investit massivement dans le SAMU, mais qu'on ferme les services des urgences. On a intérêt de soigner les patients dans l'ambulance. Parce que sinon, forcément, ça va être compliqué de les ramener sur place. C'est compliqué, effectivement, je pense, et là c'est
fruit, à mon avis, de notre histoire, les plafonds de verre que nous nous-mêmes construits et que nos tutelles, entre guillemets, nous opposent maintenant. Qui irait dire qu'une chimiothérapie coûte cher? Qui dirait qu'une greffe de rein coûte cher? Donc la problématique fondamentalement, c'est que tant que nous n'aurons pas établi, encore une fois, un certain nombre de critères, de barèmes, de ratios, de ceci, de cela, il est bien évident que ce sera trop cher. Parce que, en gros, c'est à certains égards la variable d'ajustement, la politique du doigt mouillé, et ainsi de suite. Qui décrète le ratio, machin? Personne. Donc je pense que ça fait aussi partie de cette réflexion sur la réorganisation. Parce que, bien sûr que tout le monde est soumis à des contraintes, mais à charge pour nous d'être force de proposition et de faire en sorte que nos tutelles, d'une certaine manière, puissent réactualiser leur conception de la pédopsychiatrie à la lumière des besoins actualisés de la pédopsychiatrie. Et le cas échéant, même si c'est plus facile à dire non. C'est-à-dire, au lieu de courir derrière des bouts de budget de manière un peu pavlovienne pour, d'une certaine façon, se dire au moins j'ai réussi à choper un truc, et de dire non, désolé. Je ne prends pas un tiers de bloc opératoire, je ne prends pas la moitié d'un pied à perfusion. Non, j'ai besoin de la globalité du truc, sinon ça ne le fait pas. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça présuppose de s'accorder sur... j'ai pas d'autre terme que cahier des charges, mais de toute façon, c'est quand même ça. C'est-à-dire que, alors qu'il est, encore une fois, on a des réglementations européennes sur la taille des poireaux, mais à côté de ça, on n'a aucune réglementation sur la sécurisation des unités d'hospitalisation pour adolescents accueillant des adolescents suicidants. C'est quand même singulier. Bon, donc, mais alors, moi je dis que c'est une chance, quelque part, formidable qui nous est offerte. Soyons force de proposition et obligeons d'une certaine manière nos tutelles à nous expliquer en quoi ce que nous proposons n'est pas réaliste ou en tout état de cause n'est pas finançable. Mais dans ces cas-là, effectivement, à charge pour eux d'assumer le fait qu'ils ne financent pas ça. Je ne les ai pas entendus effectivement dire qu'ils ne finançaient pas une chimio. À notre responsabilité, si les ça soins n'attaque ne sont pas notre éthique. Voilà. Alors peut-être on peut ouvrir le débat à la salle. Si vous avez des questions, des remarques, vous êtes les bienvenus. Est-ce que... Je voulais répondre à M. Jiquel, il Oui. fait en aparté, mais il faut vous allier avec les patients, beaucoup plus, parce qu'on nous écoute mieux, nous, qu'on ne vous écoute, vous. On a plus de poids en nombre de votes. Hein. Non, mais c'est assez simple. Hein. L'équation, elle est simple. Hein. Notre association, elle pèse 7000 adhérents. Ça fait 7000 voix, plus toute la famille autour. Bon, voilà, quoi. Voilà. Donc l'équation, nous, quand on dit quelque chose, on nous écoute un petit peu. Oh, pas totalement, hein, rêvez pas non plus. Hein. Mais parfois, on arrive plus vite à faire avancer. Enfin, je me suis battue, en tout cas, pour qu'il y ait dans les PCO. Il n'y avait pas de psychologue au départ dans les PCO. C'est moi qui ai hurlé sur la table en disant non, dans les PCO, vous nous mettez des psychologues et vous nous financez les évaluations et la prise en charge. Parce qu'au départ, il n'y avait que les évaluations. Il n'y avait pas de prise en charge par les psychologues. Maintenant, il y en a. Vous voyez, c'est comme ça, et c'est en s'alliant et c'est en se parlant, parce que nous, on n'est pas forcément... Au fait, et plus on s'associe, plus on est fort, et mieux on est affûté sur nos demandes. En tout cas, dans le même sens, éviter la dissociation entre les endroits diagnostiques et les endroits de soins, qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue global. On ne fait pas... Voilà. Tout à fait. On ne fait pas le diagnostic et puis les soins ailleurs. On ne peut pas être expert au niveau 3 si on n'a pas habitué. Oui, c'est beaucoup plus de filière, la filière et puis les liens entre le niveau possible.